après les interventions de Pascal Zanschein pour le compte de Joël Scher et de Francine Kaufmann, la parole sera donnée à la salle pour quelques questions aux intervenants. Voilà, Pascal, à toi. Merci Thierry. Bon, j'espère que voilà, c'est ni trop fort ni trop faible et que vous m'entendez, puisque là, ce n'est pas moi qui interviens. Je suis uniquement ici pour vous lire le texte que l'ambassadeur Joël Scher avait donc préparé pour ce colloque et qui ne sera malheureusement pas en mesure de lire lui-même, étant toujours hospitalisé. Le titre de l'intervention de Joël Scher que je vais vous lire s'appelle « Enjeux stratégiques et enjeux éthiques, le dilemme d'Israël ». Les enjeux stratégiques et éthiques d'Israël sont multiples, souvent interconnectés et pérennes. Le dilemme est notre ordinaire, notre pain quotidien. Loin d'en faire un inventaire, il m'incombe d'en présenter les plus communs, sans pour autant essayer de les concilier. Ils pourront être évoqués et débattus cet après-midi. À 200 mètres d'ici, il y a un carrefour qui symbolise une grande tension historique. D'un côté, la rue du Keren Hayesod, nous sommes ici au numéro 3, de l'autre, à angle droit, la rue Ahad Ha'am. Une tension qui remonte au début du mouvement sioniste. Le Keren Hayesod représente la construction de l'État juif mis en marche au premier congrès sioniste convoqué par Théodore Herzl à Bâle en 1897. Fondé en 1920, au lendemain de la Première Guerre mondiale et de la déclaration Balfour, c'est lui qui construit le pays sur les terres rachetées par le Keren Kayemet et qui finance par le truchement de l'agence juive, l'Alia et la Klita. 900 localités urbaines et rurales ont été établies par le Keren Hayesod avant et après la création de l'État, qui n'aurait jamais pu naître sans lui. C'est la matérialisation la plus concrète de l'aspiration nationale du peuple juif à revivre sur sa terre. Ahad Ha'am, lui, né en 1856, ne croit pas que l'établissement de villages en terre d'Israël puisse conduire à une renaissance nationale. Il s'oppose au matérialisme populiste déjà fustigé par le prophète Ézéchiel face aux anciens de son époque qui déclarent « Nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays, nous voulons servir le bois et la pierre ». Ézéchiel 20, 32. Dès 1889, il publie un article retentissant « Lo ze haderer », telle n'est pas la voie, dans lequel il appelle à la renaissance morale des Juifs en tant qu'individus et du peuple juif en tant que collectif historique, national et culturel. Il pense qu'on ne peut résoudre la question juive en rassemblant la totalité du peuple juif sur la terre d'Israël. Pour lui, la libération du peuple passe par la création d'un centre spirituel en Eretz Israël. La question territoriale qui déchire le mouvement sioniste autour du projet de colonisation de l'Ouganda en 1904, au 6e congrès sioniste, le dernier du vivant de Herzl, ne le préoccupe manifestement pas. À la différence de Herzl, Ahad Ha'am n'est pas hanté par le sort des victimes des pogroms en Europe de l'Est et l'urgence de leur trouver un refuge, même provisoire. Pour lui, la question est moins le sort des Juifs dans le monde que la survie même du judaïsme, l'existence de la culture juive menacée par l'assimilation. La Palestine peut être un refuge culturel, mais seulement pour une élite ayant mission d'unifier la conscience collective pour le reste de la diaspora. Sa vision relève du sionisme spirituel opposé au sionisme politique. Comment créer un centre spirituel sans une assise politique, démographique, économique? À cela, Ahad Ha'am n'apporte pas de réponse. Lui-même finira par faire son alia en 1922 et vivra à Tel Aviv jusqu'en 1927 dans la rue qui porte déjà son nom. Mais cette dichotomie, ce tiraillement entre ces deux pôles de l'aspiration du peuple juif à assurer sa survie tout en préservant sa spécificité morale, nous accompagne encore aujourd'hui. Résoudre l'anomalie du peuple juif, privé de sa terre et dispersé aux quatre coins du monde, c'est pour les pères du mouvement sioniste la construction d'un pays comme les autres, normal, jouissant des mêmes droits. Des mêmes droits, répliquent les spiritualistes, mais pas des mêmes devoirs. Devoir envers l'humanité, devoir envers nous-mêmes. L'État d'Israël est l'héritier du peuple hébreu, le peuple élu,
noblesse oblige. La déclaration d'indépendance d'Israël débute par ces mots. C'est en Eretz Israël qu'est né le peuple juif, c'est là que se forma son caractère spirituel, religieux et national, c'est là qu'il réalisa son indépendance, créa une culture d'une portée à la fois nationale et universelle, et fit donc de la Bible au monde entier. Fin de citation. Israël a donc une vocation, aussi lourd que soit ce fardeau, il ne lui appartient pas de le renier. 140 ans plus tôt, en 1808, John Adams, le deuxième président des États-Unis, après George Washington, déclarait, je cite, « Les Hébreux ont plus fait pour civiliser les hommes que toute autre nation. Il leur a incombé de préserver et de propager à toute l'humanité la doctrine d'un souverain suprême, sage, intelligent et tout-puissant de l'univers, dont je crois qu'il est le grand principe essentiel de la morale et par conséquent de toute la civilisation. » Fin de citation. Dans un monde normal, dans un Moyen-Orient pacifique et amical, ce serait déjà une gageure de taille. Dans le contexte que nous connaissons, c'est un tourment permanent, quotidien. En 1949, à l'issue d'une guerre qui avait pour but d'empêcher sa naissance, Israël est admis comme 59e membre des Nations Unies. Son drapeau bleu et blanc inspiré du Talmud, son étoile de David, flotte dans le concert des pavillons nationaux. Est-il devenu pour autant un pays comme les autres, à droits égaux et obligations vulgaires? Il est tout de suite évident que non. Il est fragile, exsangue, sans ressources et accueille des centaines de milliers de rescapés de l'enfer nazi et de réfugiés des pays arabes tout aussi démunis. En 3 ans, sa population double, passant de 650 000 à 1 400 000 en 1951. La situation économique du pays est au bord de la catastrophe. Il y a des décisions déchirantes à prendre, tant sur le plan intérieur que sur le plan international. Les deux plans sont d'ailleurs étroitement liés et Henry Kissinger ne fait que relever un truisme lorsqu'il affirme qu'Israël n'a pas de politique étrangère, qu'il n'a qu'une politique intérieure. En 1949, grâce au plan Marshall, l'Allemagne de l'Ouest se relève de ses ruines à une vitesse étonnante. En Israël, en revanche, la situation est intenable. Le régime d'austérité, conjugué avec l'absorption d'une vague d'immigrants et les besoins de la défense nationale face à la menace continue des voisins, malgré la signature des accords d'armistice avec l'Égypte, le Liban, la Jordanie et la Syrie, pose la question de la viabilité du jeune État. Voyant l'état florissant de l'Allemagne vaincue, Ben Gurion propose de la faire payer, de faire payer l'Allemagne, mais on ne veut avoir aucun lien avec elle. On demande aux 4 grandes puissances d'exiger de l'Allemagne des réparations pour les biens juifs spoliés en Europe pour permettre à Israël d'accueillir les rescapés. Les 3 puissances occidentales répondent qu'elles ne peuvent pressuriser davantage l'Allemagne. L'Union soviétique ne daigne pas répondre. Israël n'a pas le choix. Des pourparlers officieux et secrets sont entamés. Ben Gurion rencontre le chancelier Adenauer à New York. Un accord est finalement signé en 1952 à Luxembourg. L'Allemagne versera 3 milliards de marks sur 12 ans. En Israël, l'opinion se déchaîne, l'opposition crie à la honte, des manifestations de masse expriment la répulsion populaire. L'accord sera approuvé par la Knesset à une étroite majorité de 61 voix. Cela rappelle quelque chose de plus récent. Mais Israël est sauvé, il vivra et se développera. Les comptes avec l'Allemagne ne sont pas pour autant réglés et ne pourront jamais l'être. En 1960, Adolf Eichmann est identifié en Argentine. Il est enlevé par le Mossad, emmené en Israël, jugé et pendu. C'est la crise avec l'Argentine, dont la souveraineté a été gravement atteinte. Le monde entier accuse Israël d'avoir violé le droit international, de s'ériger en justicier pour des crimes commis alors qu'ils n'existaient pas encore, et envers des gens qui n'étaient pas ses citoyens. Dilemme. Israël aura décidé de payer en termes de relations internationales et de son statut d'État régulier dans l'arène mondiale pour faire justice aux millions d'hommes, de femmes et d'enfants, le tiers des effectifs du peuple juif assassiné par le monstre nazi. Israël se doit cette justice, il la doit à la mémoire des victimes du nazisme et il le fait également au nom des communautés juives à travers le monde qui sont démunies des moyens d'une telle action. C'est avant tout un acte de grande solidarité juive et d'affirmation du rôle d'Israël comme avant-garde du peuple juif. Cette solidarité est à double sens. Le développement agricole, industriel et économique d'Israël, le sauvetage des juifs de communautés en détresse, leur installation et leur absorption,
n'aurait pu se faire sur une telle échelle sans l'appui financier et la générosité solidaire des Juifs de conditions modestes aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe occidentale et dans les pays du Commonwealth britannique. Les relations entre Israël et la diaspora sont garantes de la survie du peuple juif, menacé par l'assimilation et les mariages mixtes. Il y a des pays où l'agence juive investit plus dans l'éducation qu'elle ne recueille dans les collectes de fonds. Il appartient au gouvernement d'Israël de tenir compte de l'impact de sa politique intérieure ou étrangère sur l'entretien de la solidarité intercommunautaire. Il peut arriver que cela soit au détriment de ses intérêts politiques. Kurt Waldheim avait été pendant 10 ans élu et réélu secrétaire général des Nations Unies de 1972 à 1982. Il avait été auparavant ministre des Affaires étrangères d'Autriche pendant 2 ans. Cela n'avait apparemment jamais gêné personne. Mais voilà qu'il se présente comme candidat à l'élection présidentielle autrichienne en 1985. Le Congrès juif mondial découvre à ce moment que Waldheim avait été officier de la Wehrmacht pendant la guerre et l'accuse d'avoir participé en tant qu'officier de renseignement à la déportation des Juifs de Salonique. Il lance une campagne contre son élection et Israël se voit obligé d'emboîter le pas, bien qu'aucune preuve n'ait été trouvée prouvant la criminalité nazie active de Waldheim. Cette campagne crée en Autriche un réflexe de rejet de toute intervention étrangère dans son domaine intérieur, et c'est en grande mesure par réaction que Waldheim est élu. Lié par sa solidarité avec le Congrès juif mondial et l'opinion de la communauté juive des États-Unis, Israël est contraint de réduire ses liens officiels avec l'Autriche. Pendant toute la présidence de Waldheim, de 1986 à 1992, il n'y aura pas d'ambassadeur d'Israël à Vienne, afin de ne pas avoir à présenter de lettres de créance à un ex-officier nazi, pourtant également ex-secrétaire général des Nations Unies. Un prix lourd à payer sur le plan des relations bilatérales en tribut au judaïsme mondial. Pourtant, 20 ans plus tôt, lors de l'établissement des relations diplomatiques entre Israël et l'Allemagne occidentale, en 1965, 20 ans après la fin de la guerre, le premier ambassadeur d'Allemagne en Israël, Rolf Paus, sera un ancien officier de la Wehrmacht, blessé sur le front de l'Est et amputé d'un bras. Cet état de choses en Autriche se renouvelle malheureusement périodiquement. Au début de l'an 2000, le parti d'extrême droite FPE de Jörg Haider, nostalgique du national-socialisme et lui-même fils d'un militant nazi, entre au gouvernement. Israël rappelle son ambassadeur. Un nouvel ambassadeur est désigné 3 ans plus tard, Haider ayant fait sécession de son propre parti et l'Autriche ayant finalement, avec un demi-siècle de retard, accepté de verser des indemnités aux victimes du nazisme et à leurs descendants. Mais à la suite des élections de 2017, le FPE revient au gouvernement dont le chef est cette fois le jeune Sebastian Kurz, conservateur de 28 ans. La nouvelle ministre autrichienne des Affaires étrangères en fait partie, sous l'étiquette du FPE. Résultat, l'ambassade d'Israël à Vienne n'a de rapport qu'avec les fonctionnaires du ministère, mais boycotte celle qui est à leur tête. Ceci jusqu'au mois dernier, où le vice-chancelier Strache, président du FPE, doit démissionner pour cause de graves malversations, élections anticipées en même temps que les nôtres. D'ici là, l'ambassade peut reprendre ses relations avec le ministre intérimaire des Affaires étrangères. Mais le dilemme reste vivace. Le FPE reconnaît à Israël le droit de se défendre contre le terrorisme islamiste et il reconnaît aussi Jérusalem comme sa capitale. Un peu partout en Europe, la crise causée par l'afflux de réfugiés du Moyen-Orient et de l'Autriche, quelques 2 millions au cours de la dernière décennie, a provoqué la montée de mouvements réactionnaires, de tensions entre pays membres de l'Union européenne, la constitution de gouvernements tentés de dérapages antidémocratiques, la xénophobie y prend parfois des nuances d'antisémitisme, même lorsqu'il ne s'y trouve plus de juifs. Dilemme pour Israël, cultiver l'amitié de ces gouvernements qu'ils soutiennent face aux positions négatives de l'Union européenne et ignorer leurs tendances antisémites. C'est ce qu'Israël a tenté de faire, mais sans succès, avec le gouvernement polonais actuel. Il y a des cas inverses. En 1915 et 1916, plus d'1 million de civils, 2 tiers des Arméniens vivant en Anatolie et en Arménie occidentale, sur le territoire actuel de la Turquie, ont été massacrés.
Leur extermination poursuivait un but politique, teinté de tensions religieuses, mais ne découlait pas d'une idéologie raciste. Il n'en demeure pas moins un génocide entrepris par les autorités turques de l'époque. La Turquie, non seulement en rejette toute responsabilité, mais nie les faits et tente par des pressions et des menaces d'en empêcher la reconnaissance par des pays tiers. Il a fallu attendre le tournant du siècle pour que certains pays, une trentaine aujourd'hui, reconnaissent officiellement le génocide arménien. Israël, son gouvernement et la Knesset demeurent encore fâcheusement dans le troupeau des négationnistes. Pendant des années, le motif en était le désir de ne pas compromettre, outre mesure, nos relations avec Ankara. Au point où en sont aujourd'hui nos relations avec la Turquie et son président, il serait difficile de les détériorer davantage. On évoque alors la spécificité, l'unicité de la Shoah. Cela n'a rien à voir et nous devrions être les premiers à reconnaître l'arménocide. Une pétition en ce sens avait été signée en l'an 2000 par Elie Wiesel et des professeurs émérites israéliens, spécialistes de l'histoire de la Shoah. Un ambassadeur d'Israël est accrédité auprès du gouvernement d'un pays étranger. Ce qui fait sa spécificité par rapport à tout autre ambassadeur, c'est qu'il est lui aussi, du moins officieusement, accrédité auprès de la communauté juive locale. Cela fait partie de la dimension juive des relations internationales d'Israël. Mais le problème de la représentativité juive d'un ambassadeur auprès de son pays d'accréditation est plus sérieux et plus délicat. Face à des manifestations d'antisémitisme, a-t-il le droit et le devoir de protester? Doit-il exiger des autorités qu'elles veillent sur la sécurité personnelle et communautaire de leurs administrés juifs, qu'il n'est pas censé formellement représenter? A-t-il le droit d'encourager l'Alia ou doit-il faire la publicité des lignes d'El Al aux seules fins touristiques d'aller et retour? La question se pose de l'ingérence dans les affaires internes du pays d'accueil et de l'accusation ou du soupçon de double allégeance que des communautés juives peuvent être les premières à rejeter. Je vous rappelle à ce sujet la querelle typographique de la majuscule du substantif juif, qui signifie qu'il appartient à une nation historique et pas seulement à une confession religieuse. Concrètement, un ambassadeur d'Israël peut être amené à s'occuper de problèmes aussi épineux que la restitution de biens spoliés pendant la guerre et nationalisés dans les pays de l'ancien bloc communiste. Certains des ayants droit ou des héritiers sont des citoyens israéliens que l'ambassadeur représente pleinement, mais qu'en est-il des biens ayant appartenu à des centaines de milliers de victimes qui ne sont pas rentrées des camps de la mort? Cette question est aujourd'hui à la base de la tension entre Israël et la Pologne. Parfois, mais c'est si rare qu'il faut le signaler, il y a concordance entre l'enjeu éthique et l'enjeu stratégique. Cela s'est produit pendant plus d'une décennie, de la fin des années 50 jusqu'à la guerre de Kippour, lors de l'accession à l'indépendance des anciennes colonies d'Afrique noire. Israël a établi avec les nouveaux États des liens de coopération plus qu'exemplaires dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture. Des centaines d'experts ont effectué des missions de plus ou moins longue durée en Afrique, au sud du Sahara, et des milliers d'Africains ont été formés en Israël ou sur place par des instructeurs venus d'Israël. Tisser des liens d'amitié confiante avec tous ces nouveaux pays indépendants était pour Israël un moyen de sauter au-dessus du mur de sable érigé autour de lui par les pays arabes. Pour les nouveaux États d'Afrique, Israël était un peu comme un frère aîné, exempt de visées colonialistes et dont le savoir-faire était plus à leur portée que les méthodes et techniques des anciennes puissances coloniales. Pouvoir venir en aide à de jeunes nations en voie de développement, partager avec elles ses connaissances, fut pour Israël de ces années une immense source de fierté, lui permettant de participer la tête haute au club restreint des pays donateurs. Le programme israélien de coopération internationale s'est ensuite étendu aux pays du sud-est asiatique et à l'Amérique latine. Le mythologique président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, avait déclaré un jour, après avoir effectué une visite d'État en Israël en 1962, qu'il souhaitait que son pays puisse ressembler au lac de Tibériade plutôt qu'à la mer Morte, parce que les eaux du lac de Tibériade sont douces et poissonneuses et ses rivages verdoyants et fertiles, alors que la mer Morte ne connaît aucune vie et que ses rivages sont désolés. Et savez-vous pourquoi? Demandait Houphouët-Boigny. C'est parce que le lac de Tibériade reçoit les eaux du Jourdain et les retransmet en aval, alors que la mer Morte les reçoit, mais ne restitue rien à personne. Je souhaite que mon pays, après avoir été aidé, puisse venir en assistance aux autres.
parabole qui convient parfaitement à Israël, en plus des droits de propriété sur les 2 lacs. À l'époque, Israël avait en Afrique 27 ambassadeurs résidents et 4 non-résidents, au total une trentaine d'ambassades, sans compter l'Afrique du Sud. Mais cette idylle fut interrompue lors de la guerre de Kippour de 1973, après la traversée du canal de Suez par l'armée israélienne. Tant qu'Israël occupait le Sinaï, les pays africains en prenaient leur parti, mais le franchissement du canal et la présence de l'armée israélienne sur la rive occidentale sont considérés comme une invasion du continent africain. Les pressions de l'Égypte et de la Ligue arabe au sein de l'Organisation de l'Unité africaine, appuyées par des cadeaux de Kadhafi et des promesses de livraison de pétrole à prix réduit, font que la presque totalité des pays africains, certains à contre-cœur, rompent leurs relations avec Israël. Il faut attendre la conférence de Madrid en 1991 pour que celle-ci soit dans l'ensemble rétablie, en même temps qu'étaient nouées ou renouées les relations diplomatiques avec des pays comme l'Inde et la Chine, puis avec la Russie et les 14 composantes de l'ex-Union soviétique. Les pays européens ayant fait partie du bloc soviétique les avaient devancés dès la chute du mur de Berlin. Le plus grand dilemme entre enjeux stratégiques et éthiques appartient au domaine de la sécurité, de la défense nationale. Depuis avant sa naissance, Israël est menacé dans son existence même. Ses citoyens sont la cible d'attaques qui ont pour but déclaré de le rayer de la carte. Jusqu'à la conclusion de la paix avec l'Égypte et l'effondrement de la puissance armée syrienne, il s'agissait de guerres ou d'escarmouches entre forces armées, entre unités militaires, des guerres régies par le droit de la guerre. Depuis, nous sommes confrontés à des organisations terroristes dont les forces armées se dissimulent parmi les populations civiles et utilisent intentionnellement des civils, surtout des enfants, comme boucliers. Comment combattre ces terroristes sans causer de pertes civiles ou au moins les réduire au minimum? Je ne connais pas d'autres pays ayant jamais eu des scrupules pareils à ceux d'Israël. Quel autre pays confronté à longueur d'année au bombardement de sa population civile par des forces terroristes armées et subventionnées de l'extérieur aurait hésité à anéantir cette menace en rasant ses nids de terreur, même au prix de milliers de victimes civiles? Répondant aux tirs de roquettes du Hamas sur Sderot et autres villages frontaliers de la bande de Gaza, l'aviation israélienne détruit des immeubles qui abritent des postes de commandement, des dépôts d'armes et de munitions, des explosifs. Mais les habitants de ces immeubles sont prévenus suffisamment à l'avance par téléphone de l'imminence d'une attaque afin qu'ils puissent évacuer à temps. Cela suppose un travail minutieux des services de renseignement, une exactitude extrême dans la programmation et l'exécution. Il est inutile de préciser que cette pratique qui nous prive de l'effet de surprise et met en danger la vie de nos combattants ne nous accorde aucun crédit de la part des médias, à commencer par les nôtres. Et c'est donc par pure nécessité éthique que nous agissons, ainsi par excès de conscience, par attachement au principe de la pureté de nos armes qui nous accompagnent et nous guident depuis toujours. Le cas extrême qui nous a secoués il y a 3 ans était celui d'Elor Azaria, soldat qui avait achevé à Hebron un terroriste blessé, neutralisé et étendu à terre. Personne ne nous a suggéré de le traduire en justice. Nous l'avons fait par respect de nos propres valeurs humaines. Les grandes puissances, pour ne parler que d'elles, ne se sont jamais embarrassées de tels soucis. Les Romains antiques disaient déjà que quod licet Iovi non licet bovi. Le bœuf ne peut se permettre ce qui est permis à Jupiter. En février 1945, 9 mois après le débarquement de Normandie, les bombardiers anglais et américains rasent la ville de Dresde, qui était loin du front, déversant sur son centre plus de 2000 tonnes de bombes explosives et de centaines de milliers de bombes incendiaires. Ce bombardement en tapis qui dura 2 jours et 2 nuits fit 35 000 morts parmi la population civile, surtout des femmes et des enfants, les hommes étant au front. Dresde n'avait aucune importance stratégique, une grande partie de la ville historique dont la cathédrale est effacée. Le but, 3 mois avant la fin de la guerre, venger le bombardement de la ville anglaise de Coventry 4 ans auparavant et intimider les Russes au lendemain de la conférence de Yalta, à défaut de n'avoir pu le faire la veille en raison de conditions météorologiques défavorables. Quelle excuse au bombardement du Havre par la Royal Air Force en septembre 1944? Paris est déjà libéré, une garnison allemande se maintient sur les hauteurs de la ville, mais c'est le centre qui est rasé à 82%, faisant 4000 morts parmi la population civile, pourtant amis et alliés.
Le lancement des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki atteint au moins un objectif stratégique, la capitulation du Japon, mais il a coûté la vie à plus de 200 000 civils. Et Israël, lui, téléphone avant d'attaquer avec des missiles de haute précision. Israël a toujours proclamé qu'il ne serait pas le premier à introduire l'arme nucléaire dans la région. Cette position a pu être maintenue par la destruction du réacteur irakien en 1981 et du réacteur syrien en 2007, mais la course à la bombe iranienne, avec ou sans accord international, représente aujourd'hui le plus grand danger à l'échelle existentielle. Le fait que la menace iranienne puisse être dirigée aussi contre d'autres pays de la région ou même du continent plus éloigné n'en réduit aucunement l'acuité. Le mot de la fin n'est pas un dilemme, c'est un impératif. Le meilleur, le plus solide ami et allié d'Israël dans le monde, c'est le peuple juif dont il représente près de la moitié. Les communautés juives à travers le monde jouissent d'un droit unique et imprescriptible que leur assure la loi du retour. Nous en avons vu le miraculeux accomplissement en notre temps avec l'arrivée des Juifs de Russie et de l'ex-empire soviétique. Cela leur permet aussi d'avoir une opinion sur ce qui se passe en Israël, même s'ils ne peuvent activement influer directement en tant qu'électeurs. Israël doit leur donner le désir de s'identifier avec lui, d'être solidaires de loin aujourd'hui ou de près demain. Ils peuvent ne pas être d'accord avec la politique menée par le gouvernement israélien, c'est naturel. Pour la changer, ils n'ont qu'à venir nous rejoindre ici et acquérir automatiquement le droit de vote, mais une dégradation du statu quo entre l'État et les institutions religieuses causée par la soumission au chantage de petites formations politiques, fléau de la balance de la coalition gouvernementale, risque de créer des situations irréversibles que les électeurs ne pourront plus changer. Une récente étude faite aux États-Unis démontre qu'un juif américain sur 4 ne juge pas Israël nécessaire à la pérennité du judaïsme. C'est une tendance qui risque de s'amplifier avec le temps, d'une génération à l'autre, et que nous devons tout faire pour enrayer. Israël doit être attentif aux sentiments des diverses communautés, ne pas pratiquer d'ostracisme à l'égard de congrégations non orthodoxes, et cela commence évidemment chez nous. Israël peut mettre en parenthèse son rôle de lumière pour les nations, libre de ne pas vouloir voir clair. Il ne peut se permettre de ne pas être en même temps le foyer national indépendant et souverain du peuple juif et le centre spirituel exemplaire du peuple juif tout entier, signé Yoel Sher. Merci Pascal Sher, Pascal Zonsheim, d'avoir si bien, cher Pascal, d'avoir si bien interprété la pensée de notre ami Yoel. Maintenant, nous allons donner la parole d'abord à Jacqueline Robipeau et ensuite à Francine Kaufmann. À toi,